bien, bienvenue dans 60 minutes libres, les amis de Music Fund. Alors pendant 1 heure, on va prendre le temps de discuter ici ensemble de notre projet. Nous sommes 4 pour en parler avec enthousiasme, je crois. Et donc, cette première idée, cette première séquence, elle va nous emmener à découvrir ce que c'est Music Fund, pourquoi Music Fund, d'où ça vient, quelle a été l'idée de base. Est-ce que quelqu'un a envie de dire un mot sur l'origine du projet ? Alexandra ? Oui. Music Fund, c'est un projet qui, mine de rien, a déjà 20 ans. Donc c'est une jeune association et en même temps, c'est une association qui est déjà un peu de bouteille. Et donc le projet est né en 2005. Vous allez me dire, ça fait 21 ans, mais en fait, l'association a été créée en 2006. Mais donc en 2005, en fait, des musiciens d'un ensemble de musique contemporaine, Ictus, ont fait un voyage en Palestine et se sont rendus compte qu'il y avait énormément de jeunes musiciens, de talents, mais qui avaient des difficultés à avoir accès à des instruments de musique. Et donc, en rentrant en Belgique, ces musiciens ont décidé de s'associer avec Oxfam Solidarité et de lancer une collecte d'instruments qu'ils ont organisée au Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. Et donc, ils ont collecté en un week-end de 500 instruments qu'ils ont mis dans un camion. Et en fait, ce camion est retourné en Palestine distribuer les instruments dans différentes écoles de musique. Et donc, le projet est vraiment parti de là. Et ensuite, s'est développé au fur et à mesure du temps, en intégrant notamment le fait que au-delà de donner des instruments à ces jeunes musiciens, on a commencé aussi à former des réparateurs d'instruments. Et donc ça, c'est un travail que Christian, tu connais bien, parce que toi, tu fais ça. Oui, tout à fait. Et, donc c'est vraiment l'idée de Music Fund, donner accès à la musique à des populations qui n'ont pas la chance d'avoir accès aux instruments de musique. C'est vraiment l'idée de base. Et puis on s'est rendu compte, après quelques années, qu'envoyer des instruments, s'il n'y avait personne pour les entretenir, les réparer, ça n'avait pas vraiment de sens. Et donc on a très vite lancé des formations de lutherie dans les projets, dans tous les pays dans lesquels on travaille. Et l'un dans l'autre, donc collecter des instruments, les donner à des projets et puis former des réparateurs, c'est vraiment un projet qui est complet. Et c'est pour ça que Music Fund, maintenant, je pense, a duré dans le temps et a 20 ans cette année, quoi. Et toi, tu étais déjà plus ou moins dans les parages quand on a démarré ce projet? Oui, moi je suis arrivé en 2008, mon premier voyage en Palestine chez Music Fund. Donc quelques années après la création, je venais de sortir de l'école de lutherie et je cherchais déjà depuis longtemps un projet pour m'investir. Et donc j'ai rencontré le fondateur à l'époque à Tour et Taxi. Il y avait un espèce de salon de la musique et je suis parti tout de suite sur les projets. Pendant 6 ans, j'ai été bénévole en voyageant, quoi, en donnant des formations de réparation. Je suis luthier de guitare de formation et donc donner des formations de réparation d'instruments, en fait. Et donc maintenant, pour que ce soit bien clair, c'est toi qui gères en fait l'immense stock de 3500 instruments de Music Fund qui est dans le sud de la Belgique, à Jemelle. Alors, c'est peut-être l'occasion de préciser, Alexandra, ce que toi tu fais dans la sauce. Eh bien, moi, je suis la directrice. Donc, ça fait 6 ans que j'ai intégré l'équipe de Music Fund. Je connaissais déjà le projet auparavant, parce que j'avais été aussi bénévole. J'avais déjà eu l'occasion d'aller sur plusieurs de ces projets, notamment en Haïti, au Maroc et au Mozambique. Et voilà, donc mon rôle à moi, au-delà de m'occuper de l'association, c'est aussi de coordonner les projets. Parce qu'on est une toute petite équipe, on n'est que 4 personnes. Et en fait, 4 personnes depuis très récemment, parce que tu as intégré notre équipe, du coup, Jérôme, il y a quelques mois. Avant, on n'était que 3. Donc c'est vraiment un projet qui est porté par un tout petit noyau de personnes, dont fait aussi partie Déborah, puisque Déborah est bénévole depuis de nombreuses années. Déjà, depuis combien de temps en fait? Je suis partie sur le premier projet en 2012-2013, donc je suis allée en Haïti. Et donc moi je répare les instruments de musique avant, et j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup sur les projets de Music Fund et donc de pouvoir développer des ateliers et choisir des gens qui étaient qui avaient l'air d'avoir du potentiel, en tout cas dans la réparation d'instruments avant, pour qu'ils puissent après eux venir en Belgique ou en France pour être formés de manière plus approfondie et pouvoir retourner avec un maximum de connaissances dans leurs ateliers.
Est-ce que c'est peut-être intéressant que tu nous dises un mot sur la procédure de recrutement, entre guillemets, de ces luthiers. Donc, on va sur place, on rencontre des gens, on identifie en fait des gens particulièrement intéressés, avec un talent pour ça, et puis après, on les forme. Est-ce que tu as un peu d'expérience à partager à ce niveau-là ? On commence en général en proposant un atelier d'une ou plusieurs semaines à beaucoup de gens, enfin à toutes les personnes intéressées, donc musiciens en général sur place. Et donc au travers de ces 2 semaines, donc on en profite aussi pour réparer le parc instrumental qui est sur place. Et pendant ces 2 semaines, on voit vraiment qui a un intérêt, qui est aussi doué, qui pourrait continuer à faire ça, enfin qui est vraiment motivé. Et donc après il y a tout se met en place ensuite, et on leur propose de venir. J'avoue, pour avoir fait le même travail, on voit assez vite après quelques jours, on voit tout de suite les personnes qui ont des facilités à utiliser l'outillage ou qui le prennent déjà dans le bon sens. Et on dit, lui, il a vraiment, en tout cas au niveau technicité, il y a du potentiel. Et généralement, après quelques jours, on se rend vite compte de qui pourra continuer le projet, en tout cas. Super. Écoutez, je pense qu'on a posé le cadre et on va pouvoir entrer dans le concret et puis de voir comment toutes ces actions prennent vie sur le terrain. Donc on peut entrer un peu dans le concret des activités, voir comment Music Fund agit sur le terrain, parce que c'est vrai qu'on est une association qui fait beaucoup de terrain. Donc on est présent à Bruxelles avec nos bureaux, on est présent ailleurs en Belgique avec nos ateliers, avec notre stock. Mais on a aussi donc ces 5 pays partenaires, la Palestine, Haïti, le Mozambique, le Maroc et la République démocratique du Congo, comme tu le disais, Déborah. Mais tout commence quand même toujours en Europe, puisque les instruments qu'on envoie à travers le monde, ils sont collectés chez nous, en Belgique, mais dans toute une série d'autres pays où on a pu, créer des points de collecte. Alors, je ne sais pas, Christian, puisque c'est vraiment ton domaine, est-ce que peut-être tu veux expliquer un peu comment on a créé ce réseau, à quoi il ressemble, à quoi il sert ? Donc, au tout début, il y avait quelques points de collecte. En Belgique, maintenant, dans chaque province, il y a au moins 1 ou 2 points de collecte. De Namur à Gand, à Bruxelles. Et puis ça s'est étoffé avec les années. Il y a maintenant des points à Paris, à Lille. Il y en a aussi en Allemagne. En Italie, donc c'est des endroits où on peut, en tant que particulier, en tant que musicien, aller déposer son instrument. Et avoir l'assurance que Music Fund s'en occupera bien, lui donnera une deuxième vie. Donc maintenant, les instruments arrivent d'un peu partout en Europe et on rapatrie tous ces instruments chez nous à Marchand-Famenne dans nos ateliers. Et alors, ces instruments sont checkés par des luthiers, par des bénévoles. Et chaque instrument, donc on collecte tout. Donc il y a des guitares, des synthétiseurs, des batteries, des instruments à vent. Et donc chaque instrument est inspecté, identifié, qui rentre dans une base de données. Donc là, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, on a plus de 13 000 instruments dans la base de données. Et puis, ces instruments vont aller dans notre stock de Jomel, Rochefort-Jomel. Et c'est là que vont partir les instruments. Donc, on va faire soit des palettes pour partir à l'étranger, dans des pays comme Haïti, comme le Congo, ou alors il y a des projets en Belgique, projets socio-artistiques, qui viennent chercher des instruments chez nous, de petites quantités, parce qu'on a accepté de participer à tel ou tel projet. Donc, tout se fait en fait dans les Ardennes belges, toute la logistique de Music Fund se fait dans les Ardennes belges. Ouais, donc en fait... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, mais j'aimerais juste partager quand même une petite anecdote par rapport à ces instruments de musique, parce que très souvent, ce sont des instruments qui traînent dans des greniers, dans des caves, dans des placards. Et quand les gens entendent parler de notre projet, ou simplement quand à un moment donné, ils se disent « bon, cet instrument est là depuis des années, il faut que je m'en sépare », et ils cherchent, ils tombent sur nous. Et donc, c'est souvent des instruments qui ont une charge émotionnelle très forte. Parce que soit c'est un instrument qui a été joué par la personne, le donateur ou la donatrice qui quand il était ou elle était plus petit ou petite, et du coup il y a ce côté, voilà, j'ai voulu à un moment donné, j'ai joué et puis j'ai plus pu parce que la vie m'a emmené ailleurs, et voilà, et donc il y a une espèce de nostalgie par rapport à ça. Ou bien c'est un instrument qui a appartenu à un des de leurs enfants, à une tante, une grand-mère, etc. Et donc il y a vraiment cette charge émotionnelle. Et moi je me souviens que ça faisait 1 semaine que j'étais chez Music Fund et j'ai eu mon premier donateur qui est arrivé au bureau à la Galerie de la
Rennes, ici à Bruxelles. Et en fait, ce donateur est rentré. Donc, bonjour monsieur. Et en fait, cet homme est rentré, il ne m'a pas dit bonjour. Il est venu simplement s'asseoir en silence à la table de la salle de réunion. Il a ouvert les boîtes, c'était clarinette, et s'est mis à pleurer. Et évidemment, j'étais très embêtée, je ne savais pas quoi faire face à ce monsieur. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment ce côté très émotionnel et que ça parle vraiment au donateur de pouvoir donner l'instrument et de se dire, OK, cet instrument qui a compté pour moi, qui raconte quelque chose, mais va pouvoir revivre ailleurs. Et donc, tout ce travail de collecte, de logistique, tient compte de cette charge-là. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a un vrai respect pour l'instrument. Et je pense qu'en tant que réparateur ou réparatrice aussi, toi, Débo, tu as sûrement aussi, quand tu répares un instrument comme ça qui a été donné, ça doit aussi provoquer quelque chose chez toi ou te parler aussi de pouvoir redonner cette deuxième vie-là. Mais oui, carrément, effectivement, c'est toujours hyper chouette aussi de se dire que des instruments qu'on parfois traînait aussi pendant des greniers quelques dizaines d'années peuvent retrouver une nouvelle vie et tomber entre les mains de musiciens super contents. Et pour continuer dans les anecdotes, c'est vrai qu'on trouve énormément de petits mots aussi dans les étuis. Les gens laissent des petits mots pour les futurs musiciens qui joueront l'instrument, un peu comme une passation, un petit mot souvent dans leur langue natale, mais du coup, c'est assez chouette d'imaginer aussi qu'à des milliers de kilomètres, d'autres personnes, d'autres futurs musiciens vont tomber sur ces petits mots. Et ces instruments, c'est vraiment la base de notre travail, c'est-à-dire que sans eux, rien n'est possible. Donc, on est évidemment toujours hyper intéressé de recevoir des instruments. Un appel à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Si vous avez dans le grenier la vieille harpe de la tante, quelque chose, ou le vieil accordéon de l'oncle, truc, eh bien, il ne faut absolument pas hésiter. Et il faut nous les amener parce qu'on les valorise. C'est un aspect quand même très important du travail. C'est la notion d'économie circulaire. Donc l'idée que rien ne se perd, rien ne se crée. On garde, en fait, on redonne une vie à des instruments que n'importe quel autre luthier, par exemple, aurait déclassé en disant on ne sait plus rien en faire. C'est l'avantage aussi d'avoir cet énorme stock, c'est qu'en fait, avec parfois 5 instruments, on en refait un qui fonctionne. Et on ne jette rien, surtout avec Christian ici qui a tendance à tout garder. Syndrome de Diogène. Latent. Oui, mais explique un peu parce que c'est quand même aussi très amusant et très intéressant, je trouve, de voir que quand un instrument ne sait plus jouer, quand il ne jouera plus, c'est pas pour autant qu'il vole à la benne. Il y a d'autres possibilités de valorisation. Oui, tout à fait, parce qu'on vit aussi dans une société où c'est tout de suite, tout maintenant, et puis on jette. Et justement, dans le monde des instruments de musique, nous, on essaie de récupérer vraiment le maximum. Donc, on essaie de sauver les instruments, ceux qui sont sauvables. Et puis, si on n'arrive pas à les sauver, on récupère toutes les pièces. Je pense aux guitares, par exemple, aux scies de tête, aux mécaniques. Enfin, en tout cas, toutes les pièces mécaniques. Même sur les saxophones, Déborah va vous dire la même chose. On essaie de récupérer le maximum de choses. Et ce maximum peut nous servir à réparer d'autres instruments. Parce maintenant, il y a des pièces qu'on ne trouve plus sur les vieux instruments. Et donc, mais si on a démonté il y a 2 semaines, voilà un instrument, et on peut récupérer et réparer des instruments. Des fois, avec 2 ou 3 instruments, on sait en sauver un. Mais parfois, on soit des instruments qui sont en parfait état. Donc, on a vraiment toutes sortes d'instruments et d'états d'instruments. Donc, ça dépend vraiment au jour le jour et des collectes que nous organisons tout au long de l'année. Et récemment, on a fait une activité avec des jeunes qui était assez amusante. On est arrivé avec à peu près 2 mètres cubes d'instruments de musique déclassés dont on n'aurait rien pu faire. Et alors, au lieu d'amener des outils précis pour faire de la lutherie, on a amené des marteaux, des disqueuses, des scies et des tournevis. Et en fait, on a fabriqué avec les jeunes une grande fresque murale avec tous des petits morceaux d'instruments de musique. Donc, en fait, même quand la situation semble désespérée, il y a encore moyen quand même de faire quelque chose qui est à la fois de la récupération, de la valorisation, mais c'est aussi en fait artistique, participatif et aussi du coup très, très inclusif. Mais Déborah, je pensais que tu as quand même dû voir de temps en temps arriver des instruments hallucinants, non ? Il y a parfois des vraies surprises quand on ouvre une boîte et qu'on tombe devant oui, un on a eu instrument. des choses effectivement soit des fois complètement déclassées, mais toujours utiles, parce que Christian dit on peut se servir de presque, on utilise presque tout, mais moi j'ai tendance à penser qu'on utilise tout en fait. Oui, en tout cas dans les Moi, instruments. Mais même les envoyer sur place, parce que donc on travaille aussi avec des partenaires qui sont dans des pays où il y a vraiment rien. Donc en fait la moindre petite chose est réutilisée, détournée. Il y a vraiment un recyclage complet. Et sinon on a aussi eu des chouettes instruments, des vieux instruments comme des ophicléides,
des trucs voilà, qu'on ne voit plus beaucoup. Et donc voilà, oui. Et aussi, je tenais à ajouter que tous les accessoires aussi sont utiles à Music Fund, les becs, les fonds de bouteilles d'huile, les anches qui sont pas trop abîmées, mais enfin voilà, il y a quand même, il y a beaucoup, enfin tout est utile quoi. Tout est utile. Tous les accessoires Et aussi c'est vrai que quand tu dis trouver une vis de clé de saxophone déjà, ici c'est compliqué, mais alors en Haïti, au Congo, c'est quasi impossible. Donc c'est hyper important de récupérer toutes ces pièces. Et c'est plus complexe de refaire là-bas aussi, donc en fait on adapte. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir le plus de matériel de base possible. Quand tu parles de ces vieux instruments qui relèvent plus d'instruments de musée, finalement, même ceux-là, en fait, on les envoie parce que, par exemple, en Haïti, on a un réparateur d'instruments à vent qui a pour projet de faire un petit musée de l'ordre un peu dans le genre de celui de Bruxelles, du musée des instruments de musique de Bruxelles. Donc, c'est vraiment son inspiration. Il a un atelier à Cap-Haïtien dans l'école de musique qu'on soutient là-bas. Et en fait, dans cet atelier, à la fois, il fait de la réparation d'instruments, mais il va aussi fabriquer des consommables, des pièces d'instruments à vent localement, avec des matériaux disponibles localement, pour pas toujours dépendre effectivement du matériel qui pourrait arriver de l'extérieur. Et par ailleurs, donc il y a ce projet de musée. Et donc là, on lui a envoyé ici, il n'y a pas plus tard que 3 mois, des instruments qui vont venir étoffer un petit peu la collection. Alors pour terminer sur la question des instruments, Christian, on a même reçu un Stradivarius il n'y a pas très longtemps. Malheureusement, on a bien dû se rendre compte que c'était un faux. C'est pas grave, c'était quand même assez émouvant de voir passer cet instrument. Alors, tu parlais d'Haïti. Haïti, c'est quand même un des projets importants de Music Fund et probablement un des endroits où on envoie le plus d'instruments en termes de nombre parce que y a un projet complètement fou en fait qui se met en place là. Ça vaut peut-être la peine d'abord de rappeler qu'Haïti, Haïti est dans le top 5 des pays les plus pauvres au monde. C'est un pays vraiment extrêmement abandonné en fait depuis toujours d'ailleurs, depuis sa création en 1804, première nation noire indépendante dans le monde. Et donc, donc après la colonisation. Et donc, ce pays fonctionne, on se demande un peu comment, mais fonctionne. Et il y a une vie musicale absolument débordante. Bah oui, mais en fait, la société civile haïtienne est vraiment très très active et je pense que sans elle, le pays aurait d'autres problèmes en fait. Et donc oui, effectivement, l'école de musique qu'on soutient en Haïti s'appelle le CEMUSHCA, pour Cercle de musiciens chrétiens capois. Et en fait, cette école existe depuis déjà 30 ans. Donc ça faisait déjà bien longtemps qu'ils existaient avant que Music Fund même soit créé. Et aujourd'hui, donc l'école a un projet complètement fou qui s'appelle le projet 144. Donc ils ont pour but de mettre une école de musique dans chaque commune d'Haïti. Faut se rendre compte quand même que dans le contexte qui est celui du pays, c'est quand même c'est presque mégalomane, mais en même temps ils le font, ils sont en chemin. Et donc là, par exemple, ils ont déjà 66 annexes actives et donc ça fonctionne vraiment sur les bonnes volontés des personnes, des musiciens. Donc ils arrivent à mobiliser des personnes qui créent des espèces de petites écoles, des unités sur place. L'idée, c'est qu'ils trouvent un lieu dans lequel ils peuvent utiliser de manière gracieuse pour pouvoir accueillir des élèves. Et en fait, le CEMUSHCA, qui a une maison mère à Cap-Haïtien, donne les instruments de musique, forme les professeurs. Et voilà. Et ce réseau est là, se met en place, fonctionne lentement. Et en fait, on finit par ne pas douter du fait que d'ici quelques années, il y aura 144 écoles de musique en Haïti, en plus des autres qui sont actives, évidemment. Il n'y a pas que le CEMUSHCA. Et donc, effectivement, ces 2 dernières années, on a envoyé, je pense, Christian, l'équivalent de 700 instruments. Plus ou moins ça, oui. Le dernier conteneur, il y avait 380 instruments et plus de 4000 accessoires. Donc là, c'était en décembre passé. Et la fois d'avant, c'était aussi... Donc on essaie d'envoyer un conteneur complet quand c'est à Haïti, c'est tellement loin. Et la dernière fois, c'était aussi 22 palettes et plus de 400 instruments. Donc on doit être à plus de 700 instruments, c'est clair. Donc ici, on en parlera un peu plus tard, mais ces instruments sont vraiment le socle de toute une dynamique qui, sans eux, ne serait pas possible, simplement. Donc c'est aussi important de dire, je pense que Music Fund n'est qu'un des partenaires en fait, qui fait fonctionner ce projet, puisqu'il y a d'abord à la base des porteurs de projets sur le terrain, donc des Haïtiens qui sont vraiment extrêmement compétents et motivés. Et puis il y a d'autres partenaires. On travaille entre autres avec un partenaire américain qui lui prend plutôt en charge l'aspect éducatif
éducatif et pédagogique, donc qui va plutôt organiser des cours de musique. Et il y a chaque année un grand camp d'été qui rassemble des centaines de jeunes et d'enfants et où régulièrement un orchestre, enfin une bonne partie d'un orchestre symphonique américain fait le déplacement pour aller donner des cours. Donc c'est absolument fabuleux de voir aussi que quand il y a une sorte de constellation de partenaires qui se rassemblent autour de projets comme celui-là, et ben en fait on démultiplie les efforts de chacun, et finalement ces instruments qui moisissaient dans des greniers se retrouvent à la base d'un projet qui a un impact vraiment extrêmement important. Un autre projet quand même important de Music Fund, Alexandra, c'est ce qu'on développe dans l'est de la République démocratique du Congo, au Kivu, à Goma et Bukavu. Donc deux villes qui se font face en fait sur le grand lac Kivu. Et là, toi, tu es allé plusieurs fois et tu as été très impressionné par ce que tu as vu. Oui, je suis allée plusieurs fois, Christian aussi. Je pense que on se faisait la réflexion que c'était une des seules zones où Déborah n'était pas allée. Elle est allée dans presque tous les projets de Music Fund, mais pas au Kivu. Mais pas encore, c'est vrai. Mais effectivement, c'est l'est du Congo, c'est une région martyrisée depuis 30 ans. C'est des millions de morts, un conflit dont on ne mesure pas toujours la portée ici en Europe parce qu'on en parle très peu, malgré les enjeux géopolitiques, mais je veux dire, et stratégiques. Mais les projets qui évoluent là-bas sont incroyables. Donc à Bukavu, on a le centre d'Eliane Daro Art Culture qui existe depuis une quinzaine d'années, et son pendant à Goma, c'est le foyer culturel qui a été fondé plus ou moins en même temps. Et ce sont des projets, encore une fois, comme en Haïti, avec des bénévoles extrêmement impliqués qui portent littéralement le projet avec 3 fois rien, qui réussissent parfois de s'entourer de certains partenaires. Et là, ces dernières années, il y a un gros travail qui a été fait par ces partenaires congolais et par nous, parce que nous, effectivement, comme tu le signalais, Jérôme, l'idée, c'est pas que de travailler seulement sur la formation technique. L'idée, c'est de pouvoir faire évoluer les projets, les faire grandir, les pérenniser. Et donc, du coup, on travaille en réseau avec d'autres associations qui collaborent avec nous. Et donc là, par exemple, à Bukavu, ils sont soutenus par Enabel, par la coopération suisse, par d'autres fondations qui sont actives en Europe. Donc voilà. Et ce qu'ils font est incroyable. Ils travaillent beaucoup, notamment avec des anciens enfants soldats, avec vraiment des publics précarisés. Donc ça, c'est un peu la base de notre travail à nous, c'est de nous appuyer sur des partenaires locaux qui ont une expertise, une expérience et qui s'adressent à des publics particulièrement fragilisés. Ouais. Et là, on a un projet en particulier qui est un peu différent d'ailleurs, c'est qu'on développe aussi des studios d'enregistrement, parce que dans cette idée justement de créer ou de contribuer entre guillemets à une économie culturelle, il y a eu une demande des partenaires en disant ben voilà, c'est bien d'avoir des instruments, de pouvoir pratiquer la musique, mais quelque part le fait de pouvoir en vivre, ça implique aussi de l'enregistrer et de la diffuser. Et donc Music Fund s'est aussi lancé non seulement dans l'équipement de studios d'enregistrement, mais aussi dans la formation d'ingénieurs du son. Donc des formations sur place, des formations en ligne, des formations aussi pour des gens qui sont invités à venir en Belgique, parce que c'est aussi important de dire que un moment dans la formation long terme de tous ces jeunes techniciens, c'est de venir en Europe. Alors c'est pas seulement en Belgique, mais c'est aussi dans différents pays. Pour la lutherie par exemple, on envoie les jeunes luthiers à Crémone en Italie, qui est quand même la ville de Stradivarius, l'endroit où on a fabriqué les plus beaux violons au monde. Donc, pour le Kivu, on a pu diversifier un peu ça et se lancer dans des formations d'ingénierie sonore. Alors, toutes ces formations, toutes ces actions, elles ont un impact réel. On va revenir là-dessus tout de suite, mais elles s'accompagnent aussi de vrais défis, et c'est un peu notre quotidien à nous, tous ici, par rapport au futur de Music Fund, c'est de faire face à ces défis et de faire exister le projet malgré tout. Donc on parlait d'impact, je pense qu'on peut dire que notre action, on la mesure vraiment en termes d'impact. Donc ce qu'on décide de faire ou de ne pas faire, c'est en fonction de ce qu'on imagine comme impact positif pour les communautés en fait, qui vont bénéficier de nos efforts. Et donc cet impact, on peut commencer par le mesurer en fait sur, je pense le plus important, c'est vraiment le vivre ensemble. Donc c'est ce que ça permet
comme amélioration de conditions de vie dans des zones qui sont très souvent en fait marquées par des conflits. Donc Music Fund est quand même actif dans des endroits compliqués. La Palestine, c'est inutile de préciser le contexte, encore que récemment à cause du conflit justement, on n'a pas pu quand quelque part les choses deviennent vraiment dangereuses, on est aussi obligé, comme beaucoup d'autres organisations, de lever le pied. Mais même dans un pays comme Haïti, dont le gouvernement est extrêmement affaibli pour le moment et où la vie est dominée par des gangs, ou le Kivu, où finalement ils sont dans une situation de guerre presque permanente avec les mouvements de rébellion qui entrent en conflit avec l'armée congolaise. Donc cet aspect de réconciliation, Alexandra, il est vraiment au centre du projet. Oui, bien sûr. Et ça, on le voit très fort quand on va sur place. L'exemple le plus récent, parce que c'est là qu'on est allé il y a quelques mois avec Christian à Cap-Haïtien. Et c'est incroyable de voir dans ce pays, comme tu le dis, martyrisé d'Haïti, alors même si la situation à Cap-Haïtien est moins dramatique qu'à Port-au-Prince, mais néanmoins, on voit que la vie se dégrade quotidiennement. Je veux dire, les bâtiments tombent en ruine, les routes ont des nids de poules infernaux. Enfin, je veux dire, il y a des montagnes de déchets dans les rues. Enfin, je veux dire, les conditions de vie sont incroyablement dur pour la population haïtienne. Et quand on voit ces enfants qui viennent par dizaines jouer de la musique dans l'annexe du Semouchka à Cap-Haïtien, alors cette annexe, il faut quand même en parler aussi parce qu'ils ont réussi à s'installer dans une ancienne prison. Qui a été construite au 19e siècle et qui a été active jusque tard dans le 20e siècle, je pense juste dans les années 70. Et en fait, cette ancienne prison devient un lieu où la communauté se retrouve, peut un peu se régénérer. Et c'est ça vraiment l'essence de notre projet, c'est finalement de pouvoir permettre aux populations, non pas seulement de survivre, mais de vivre. Généralement, la coopération au développement, le travail humanitaire se focalise très fort sur les infrastructures, l'accès à l'éducation, à l'eau, aux soins, et c'est normal, il faut bien sûr tout ça. Mais ce que nous disent beaucoup nos bénéficiaires, c'est aussi que finalement, ils ont besoin de penser à autre chose qu'à leurs conditions de vie, en fait. Et donc, du coup, jouer de la musique permet de relâcher quelque chose et encore une fois, de rencontrer l'autre, parce qu'il y a toutes sortes de catégories sociales aussi qui se retrouvent dans ces écoles. Et donc oui, je pense que vraiment l'impact, il ne se mesure pas juste en termes de chiffres, mais aussi en termes de bien-être apporté à des populations qui sont quand même largement sous tension. Par rapport à la RDC, on peut aussi donner l'exemple de ce qui se passe à Bukavu. Moi, j'ai discuté avec le directeur du centre culturel là-bas récemment, qui me disait que un enfant qui rejoint le centre culturel pour apprendre un instrument ou pour apprendre la danse ou le théâtre, parce qu'ils font toutes sortes de disciplines, il dit c'est clairement un enfant qui ne bascule pas dans les réseaux de recrutement d'enfants soldats pour aller gonfler les rangs de la rébellion. De la même manière, on soutient un projet à Kinshasa qui s'appelle l'Espace Masolo et qui s'intéresse à une autre grosse problématique qui est celle des enfants sorciers, donc d'enfants chassés de leur famille tout petits, souvent tout petits, parce qu'accusés de sorcellerie. Et qui sont des enfants qui, en fait, si à un moment donné, il n'y a pas quelque chose à faire, il n'y a pas un cadre, il n'y a pas une accroche dans la vie, c'est des enfants en rupture complète avec la vie en société. Et donc, finalement, la musique a vraiment ce rôle. Et c'est un projet qui est aussi, notre projet est aussi adossé à des recherches et à des études sur le sujet. La pratique artistique a vraiment un rôle positif dans la vie en société. C'est valable tout aussi bien ailleurs que chez nous. Simplement, nous, on a le privilège d'avoir des académies de musique, des écoles, des associations de terrain. Voilà, pas dans tous les domaines. Et un autre aspect quand même important de notre travail, c'est tout ce qui se passe en Belgique auprès de populations qui n'ont pas cet accès aussi simple que le reste de la population à la culture. Et c'est par exemple les prisonniers ou les réfugiés. Je ne sais pas si tu veux encore en dire un petit mot. Oui, ce sont clairement, que ce soit les réfugiés ou les détenus, ce sont aussi des catégories de population ici chez nous qui n'ont pas accès en fait à la culture, à la musique. Enfin, je parle de la culture en général en fait, parce qu'on va pas ici on parle de musique, mais c'est en général. Et donc du coup, on essaie de faire en sorte que
que celle-ci devienne accessible parce que c'est un droit fondamental. On s'en rend pas compte, mais c'est un droit fondamental. Je suis désolée, je reviens juste sur nos projets à l'étranger. Je voulais juste aussi signifier qu'en fait, une autre difficulté quand même des projets qu'on soutient, c'est que, comme je le disais, ils s'appuient souvent sur des réseaux de bénévoles, mais justement, ça reste des bénévoles dans des pays où les conditions de vie sont difficiles, où le salaire moyen est extrêmement bas. Et donc, du coup, les problèmes qu'ont les structures qu'on soutient, c'est de pouvoir, encore une fois, se pérenniser, pouvoir vivre, en fait, de ce qu'ils font. Et donc, ça, c'est quelque chose, comme je disais, quand je parlais du travail en réseau avec d'autres structures, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, c'est de créer une espèce de petit écosystème qui permet au projet de se développer à tout niveau et de trouver une autonomie. Parce qu'au quotidien, c'est vraiment, comme diraient nos amis congolais, l'article 15. C'est la débrouille, en fait. C'est vraiment la débrouille. Et nous, on essaie de les sortir de là et de ne pas être dans une relation aussi de dépendance. Parce que ça, c'est aussi le piège dans lequel on peut facilement tomber quand on fait de la coopération-développement. C'est de maintenir une dépendance. Et ici, l'idée, ce n'est pas de faire ça. Et justement, Déborah a notamment collaboré à un projet qui nous tient à cœur. C'est justement l'autonomisation des réparateurs. Et je parlais tout à l'heure d'un réparateur haïtien, Herold, qui essaie de fabriquer des pièces et des consommables pour ne pas constamment dépendre de ce qui arrive de l'extérieur. Je ne sais pas si tu as envie d'évoquer un petit peu ce travail-là, Déborah, vu que tu as contribué et que tu as toi-même fait d'ailleurs aussi un manuel de réparation qui tient compte des réalités du terrain. Oui, c'est ça. Le manuel, c'est assez basique. C'est aussi l'idée d'un support avec lequel on puisse partir, qu'on peut laisser sur place et auquel les étudiants qu'on a eus peuvent s'y référer. Et donc ça, même ceux, entre guillemets, qui n'ont pas été choisis, parce que finalement, on ne peut pas faire venir beaucoup de monde. Mais c'est pas pour ça que l'intérêt n'est pas là, quoi. On fait venir 1 ou 2 réparateurs par secteur, par projet, mais c'est pas pour autant que ceux qui restent sur place sont pas intéressés de persévérer et de continuer. Donc en ce qui concerne Herold, effectivement, il cherche vraiment à développer tout. Il cherche à développer le fait de pouvoir, en fait... c'est un peu compliqué parce que quand on répare les instruments de musique avant, il y a énormément de consommables que nous, on utilise ici en Europe, qui sont fabriqués en Europe et qu'on ne peut pas trouver à l'étranger, qui ne sont pas fabriqués en fait, dans les pays dans lesquels on va. Et c'est des matériaux qui coûtent extrêmement cher, l'importation est extrêmement chère aussi, et donc Herold essaye de trouver des manières, de l'outillage, essayer de travailler aussi avec des choses sur place pour pouvoir fabriquer ces consommables autrement et ne plus être dépendant en fait de tous ces achats en dehors du pays, quoi. Qui a passé beaucoup de temps avec les artisans en fait et les techniciens sur le terrain. Alors un de nos grands, disons, nos objectifs principaux et avec lequel on mesure aussi notre impact, c'est dans la capacité finalement qu'on crée sur place pour ces techniciens de petit à petit non seulement devenir autonomes dans leurs compétences, mais surtout développer leurs propres affaires et commencer à travailler eux-mêmes. Donc, est-ce que tu as observé en fait des gens qui sont partis comme ça du début et puis qui aujourd'hui en fait, grâce à leur formation et à tout ce qu'ils ont pu glaner comme bonne pratique, sont en fait capables de vivre de leur métier? Oui, en fait la majorité, on va dire. C'est vrai qu'après tout ça dépend aussi énormément de leur caractère. C'est tous des personnes différentes avec des ambitions différentes, mais au final, au sein de chaque projet, quasiment, il y a quand même à chaque fois un étudiant qui s'investit un peu de cette mission, qui y trouve un parcours de vie, on va dire, et qui arrive. Parce qu'en fait, c'est des métiers aussi, déjà ici en Europe, c'est pas forcément évident d'en vivre quand on vit pas dans une grande ville. Donc, dans des pays comme ça, effectivement, les gens qui ont des instruments de musique n'ont pas forcément... leur budget va plutôt ailleurs que dans la réparation de leur instrument, quoi. C'est vraiment annexe en général. Et donc, c'est très compliqué pour les gens qu'on forme de vivre de la réparation en tout cas. Et donc effectivement certaines personnes comme Herold essayent d'explorer le plus de pistes possibles de manière à avoir soit de l'autonomie, soit se diversifier pour pouvoir avoir différentes formes de revenus. Après je réfléchis un petit peu, mais donc effectivement Herold en Haïti est hyper dynamique. Il fait ses propres recherches. Quand il vient ici 2 semaines en stage, il dort presque pas, il passe toute sa nuit à faire des recherches parce qu'il s'est rendu compte
compte que selon l'adresse IP de laquelle on se connecte, on n'a pas accès aux mêmes informations et qu'il en a en fait finalement beaucoup plus quand il vient ici que quand il est en Haïti. Après, enfin voilà, il y a peut-être au Maroc où ça a été un petit peu plus dur de vivre juste de ça. Enfin, on voit, on a Ihab là-bas qui est formé et qui lui vit aussi quand même énormément d'une grosse partie, enfin la plus grande partie de ses revenus, je pense, c'est vraiment plutôt la musique, quoi, où il est musicien, professeur. Et là, c'est plutôt une valeur ajoutée de savoir réparer les instruments de ses élèves et de pouvoir proposer aussi un peu de réparation. Mais il n'a pas pu développer ça de manière à vivre uniquement de ça, quoi. Situation d'ailleurs relativement banale pour les musiciens ou pour les professionnels de la musique. Il faut faire 50 choses pour arriver à boucler le mois. Merci. Christian, peut-être quand même un petit point sur la complexité de la logistique autour de tout ça. Parce qu'en fait, il y a une complexité à plusieurs niveaux. Il faut coordonner toutes ces activités. C'est un travail assez monumental qui est dans les mains d'Alexandra essentiellement. Il faut trouver des sous, et ça c'est plutôt ma croix à moi. Mais toi par contre, tu te retrouves avec cette gigantesque masse d'instruments et puis l'organisation de toutes ces formations. Oui, tout à fait. Il faut donc chaque instrument qui arrive chez nous, on doit trouver la bonne personne qui va le réparer, donc le bon luthier. Souvent il est bénévole et donc le travail d'envoyer un conteneur complet dans un pays, c'est un travail de plusieurs mois parce qu'il y a des centaines d'instruments qui ont été réparés. Il faut trouver les consommables, on doit trouver les sponsors qui vont nous aider. Donc il y a vraiment tout un défi de contacter tout notre réseau pour nous aider à réparer tout ce stock d'instruments. Et une fois que c'est parti, une fois que le conteneur part de notre stock, le voyage commence. Et là, ça part par Anvers, ça part par bateau, ça doit aller au port de Matadi à Kinshasa, ça doit passer par Dar es Salaam pour l'est du Congo. Donc il y a vraiment tout un défi aussi, un voyage extraordinaire avec nos instruments. Donc moi je suis vraiment soulagé quand j'ai les photos de notre partenaire quand ils ouvrent le conteneur parce que je sais que le job a été fait et tous les bénévoles, tous les luthiers, tous les jeunes étudiants en lutherie qui nous aident tout au long de l'année, ça leur fait hyper plaisir de voir que voilà, on n'a pas travaillé pour rien et tout ce qu'on a dû réparer et tous les défis qu'on a eu au quotidien sont résolus parce que le conteneur est arrivé dans les bonnes mains avec tous et on voit les sourires des jeunes qui commencent à jouer. Donc ça c'est vraiment mais en tout cas oui, pour une petite équipe comme la nôtre, c'est vraiment un défi et c'est pour ça qu'on est toujours à la recherche de jeunes luthiers qui sortent d'école de lutherie, qui veulent nous donner un coup de main parce qu'on a toujours besoin de réparateurs. Ouais, c'est vraiment grâce à ce réseau de bénévoles qu'on arrive aussi à envoyer ces containers. Oui. On va voir qu'au-delà de tous ces défis, ce qui fait vraiment la qualité de ce projet et le plaisir aussi de collaborer à ce projet, c'est la variété, la diversité et la qualité des rencontres, des relations humaines qui se nouent autour de ces instruments. Voilà, c'est pour tout de suite. Alors au-delà de tous ces envois d'instruments, de toute cette logistique, de ce travail parfois un peu fastidieux pour gérer les partenariats, coordonner les bénévoles et puis trouver les finances pour rendre tout ça possible, au bout du compte, comme tu disais Christian, c'est l'ouverture du container, c'est la sortie de ces instruments et puis c'est la possibilité aussi en étant sur le terrain de voir, d'observer directement comment ça se passe. Moi je me souviens d'avoir été un jour en Haïti et d'avoir été accueilli par une fanfare de 150 musiciens qui nous a amenés à travers la ville depuis le port où on arrivait jusqu'à l'école de musique. C'était quelque part une manière de dire merci, mais c'était aussi une démonstration du fait que les instruments sont tombés à pic, parce que de fait, ça témoigne qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à ces instruments. Ils en prennent un soin absolument religieux, ils sont extrêmement bien conservés. Et donc, ils ont aussi une durée de vie assez importante parce que les premiers instruments en Haïti, ils ont été envoyés il y a plus de 10 ans. Donc, c'est vraiment très important pour nous aussi cet aspect de durabilité du projet. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que chacun de nos partenaires là-bas, c'est vraiment un vrai partenaire. C'est pas une structure qui se contente de recevoir des instruments et puis qui vit sa vie. On garde un lien et on a cet échange en permanence. Qu'est-ce que ça permet en fait, cette relation long terme en particulier ?
Cette relation long terme permet de construire les choses progressivement et en fait, les projets que l'on accompagne, les personnes qui soutiennent ces projets sont qui les mènent, ce sont des rencontres humaines à chaque fois en fait. Ce sont presque des amis et je parle pour nous qui sommes au niveau de la coordination, mais je parle aussi pour tous les formateurs qu'on envoie sur le terrain qui sont généralement souvent toujours en contact avec les personnes qu'ils rencontrent. Je pense pas me tromper, Déborah, en disant que tu as sûrement dans tes contacts au WhatsApp, 50 Haïtiens, 32 Congolais. Surtout avec les suivis de formation, etc. Mais aussi des amis, en fait. Effectivement, c'est pas une cinquantaine, mais il y a des personnes, forcément, il y a des belles rencontres et on crée aussi des liens d'amitié, bien sûr. Ouais. Et je veux dire, c'est ça qui nous motive aussi. Enfin non, je veux dire, il y a bien sûr la mission, mais je veux dire, ce côté humain qui permet encore une fois de construire les choses ensemble. Donc on est en contact régulier. Et puis ça permet aussi de rencontrer de véritables personnages. Je pense que si on prend, on a déjà parlé d'Hérold, mais je veux dire, on peut aussi parler de Zakar, Papa Zakar à Bukavu, qui est un luthier qui fabrique des guitares depuis presque 50 ans dans la région. C'est incroyable. Peut-être que tu peux en parler, Christian, parce que c'est toi son maître finalement. En 2017, il dit que je suis son maître, mais moi je dis que c'est mon maître. Et donc Zakar, il construit des guitares depuis 1977 à Bukavu. Donc il a commencé de manière totalement autodidacte et maintenant on s'écrit souvent. Il n'y a pas une semaine où Zakar nous envoie pas, mais comment allez-vous, comment ça va en Belgique. Donc il y a vraiment ce tissu de lien qui est énorme en fait, qui fait c'est le ciment de notre projet, parce que tous nos partenaires, tous nos luthiers, tous les gens qui sont formés, on garde contact et on s'échange. Évidemment, j'ai vu ça, j'ai fait ça, il envoie des photos. Ou bien Didier à Goma, il nous envoie des photos. J'ai travaillé sur tel instrument, est-ce que tu peux me conseiller? Donc je pense que c'est toute cette globalité de contact, de liens qui fait que le projet de Music Fun est très solide en fait. Mais il y a des luthiers disons, très expérimentés comme Zakar, 50 ans d'activité quand même, c'est pas rien. Mais là, il y en a aussi des beaucoup plus jeunes. Par ailleurs. Il est pasteur. Ouais, c'est vrai. Mais il y a aussi des luthiers beaucoup plus jeunes. Et d'ici quelques jours, on accueillera pour une série d'activités à Bruxelles un jeune luthier avec lequel on travaille depuis quelques années à Ramallah, en Palestine. C'est Shehada. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur son parcours à lui, qui est quand même assez incroyable? Oui, Shehada, en fait, il est lié à l'école Al-Kamanjati de Ramallah. Et donc, il a été formé. Il a eu la chance de pouvoir partir 3 ans à la Newark School en Angleterre. Et donc lui, il construit maintenant des violons, des altos, des violoncelles de manière professionnelle depuis quelques années. Et on l'a rencontré en allant dans nos projets en Palestine il y a déjà plus de 15 ans. Et je me souviens que, je ne l'ai pas connu, mais je me souviens que Shehada, il habitait à côté de l'école Al-Kamanjati. Et au début, il avait 5-6 ans et il a vu les premiers conteneurs de Music Fun arriver. Et il se demandait ce que c'était. Et Ramzi Abouredouane, qui était le directeur à l'époque, lui a dit viens t'intéresser aux instruments. Et c'est comme ça qu'il a commencé au niveau technique à réparer. Il a eu le droit au premier stage de Music Fun là-bas. Et il était tout petit. Et maintenant, il est luthier renommé dans le monde entier. Ses violons sont vendus à New York, à Berlin. Donc, il a vraiment un parcours extraordinaire. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est vraiment très, très, très touchant de le revoir parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire qui a un cœur et qui aime bien maintenant partager. Il aime bien former les gens, quoi. Et il incarne un peu cette idée justement d'une continuité, puisqu'il devient, lui, il est à son tour, il forme des jeunes musiciens tout en ayant été en quelque sorte inspiré par ce premier contact avec Music Fun il y a près de 20 ans. Alors on va maintenant passer à quelque chose de très concret, puisque Shehada nous permet de faire le pont, puisque s'il vient à Bruxelles, c'est parce que pour fêter les 20 ans de Music Fun, nous organisons un gros événement le 25 avril. On en parle dans une seconde. Alors on va maintenant se concentrer sur un peu une actualité brûlante pour Music Fun, puisque dans une dizaine de jours, on organise notre gros événement pour célébrer les 20 ans d'activité et les presque 13 000 instruments dont Christian parlait au début de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va
rassembler toute une série de luthiers et permettre la rencontre avec le public dans les bâtiments de U-Square. U-Square, c'est une des anciennes casernes de Bruxelles qui se trouve au coin du boulevard Général Jacques et de l'avenue de la Couronne, juste en face de la gare d'Etterbeek. Alors, ça va battre son plein pendant toute une journée, le samedi 25 avril, de 10h jusqu'à pas d'heure, on va dire. On ne sait pas très bien à quelle heure ça va finir. Et donc voilà, en quoi est-ce que ça consiste? Peut-être, Alexandra, tu peux nous donner un peu une idée générale de ce projet? Oui, tu as déjà bien commencé la présentation. Donc l'idée vraiment de cet événement, c'est, outre le côté festif, c'est vraiment de créer des ponts entre les projets qu'on soutient et le public belge. Parce qu'encore une fois, je pense qu'une grande partie de la population, ou en tout cas une certaine partie, ne sait pas nécessairement qu'il y a des luthiers au fin fond de Bukavu qui fabriquent des guitares. Et donc l'idée, c'est vraiment de porter cette réalité à l'attention de nos concitoyens. Et donc l'idée de la journée, c'est de varier un petit peu les plaisirs. Donc il y aura à la fois des tables rondes sur la lutherie durable, sur la question des droits culturels, parce que c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de notre mission et de notre engagement. Il y aura des ateliers d'initiation à la réparation d'instruments de musique qui seront notamment ici gérés par Christian, qui est luthier de guitare, mais aussi d'autres réparateurs d'instruments. Et donc ça, c'est ouvert à tout qui veut. Donc il n'y a pas besoin d'expérience et tout ça. À partir de 10 ans, on peut venir, c'est sur inscription. Il y aura des concerts, évidemment. Donc un concert dans l'après-midi de musique traditionnelle mozambicaine avec un super artiste qui s'appelle Machu Mezango. Qui va jouer du mbira, du timbila, du chitende. Je vous invite à aller voir sur Google ce que sont ces instruments si vous ne les connaissez pas. Et le soir, il y aura un très très chouette concert avec deux artistes qu'on a rencontrés récemment et qu'on a fait se rencontrer. Un musicien congolais qui s'appelle Rodriguez Wangama, qui est guitariste, et une chanteuse haïtienne exceptionnelle, Renette Désir, qui est ici en Belgique pour l'instant, installée en Belgique, qui a vécu toute sa vie à Port-au-Prince. Et c'est vraiment une chanteuse incroyable. Et il y aura surtout une exposition autour notamment de plusieurs des luthiers et réparateurs dont on a parlé ici. Donc Zakar, Shreada, Oziash. On n'a pas parlé d'Oziash. Oziash, c'est si, je pense qu'on en a parlé. Non, pas encore. Non. Pas encore. Oziash, c'est l'occasion de le mentionner. C'est un luthier qui a notamment étudié à Crémone la réparation de violons, mais qui fabrique aussi des mbira. Donc ce sont des lamellophones, un peu des pianos à pouce, l'équivalent du likembe au Congo. Donc il va être là aussi. Et voilà. Et donc je pense que c'est vraiment, encore une fois, important de pouvoir se rendre compte de la réalité de ces luthiers, d'évoquer leur parcours et encore une fois de créer des ponts. Oui, alors je pense que c'est vraiment important de dire, c'est que tous les noms qui viennent d'être cités sont peut-être globalement inconnus des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui. C'est vraiment un projet centré sur la découverte. Donc c'est une invitation à se plonger dans un monde qui est effectivement un peu insoupçonné, parce que bien sûr ces gens travaillent pour beaucoup dans l'ombre, ne sont pas, d'ailleurs pas un métier qui est extrêmement commun, même en Belgique ou dans d'autres pays européens. Donc c'est rencontrer en fait des destinées particulières, un artisanat complètement fou, parce que finalement construire un violon, ça prend des semaines, ça prend des mois, ça peut même prendre des années si on applique des vernis spéciaux. Donc c'est vraiment découvrir tout un monde particulier. C'est un peu comme si vous allez voir, je sais pas moi, un atelier de fonderie de cloches dans le fin fond des Ardennes, ça existe. C'est très niche, c'est très particulier, mais on en découvre, on apprend plein de choses très inédite. Donc, venir à U-Square, c'est vraiment non seulement découvrir ce monde de la lutherie, mais c'est aussi rencontrer quelque part les problématiques vécues par des gens qui pratiquent ce métier dans des contextes extrêmement compliqués. Puisque donc, on a un luthier qui vient de Ramallah. La situation en Palestine est évidemment particulièrement dramatique. On a deux luthiers mozambicains qui seront présents. Alors la situation est très différente d'un pays à l'autre, mais néanmoins, même s'il n'y a pas pour l'instant du côté de Maputo de guerre ouverte, ça reste quand même un contexte compliqué pour développer ce type d'activité. Et puis, on aura donc aussi que je ne me trompe pas, j'ai dit Shreada, Oziash
et Osvaldo et Herold. Voilà. Donc, ça fera quand même des personnalités assez fascinantes à découvrir. Les tables rondes, elles sont vraiment sur des sujets... Alors, important pour nous et je pense important pour tout le monde, puisque la première table ronde, elle va être centrée sur la question des droits culturels. Cette idée que la culture, au même titre que toute une série d'autres choses, est un droit et que empêcher les gens d'accéder à la culture, c'est les priver d'un droit fondamental. Alors là, on a rassemblé des gens assez intéressants pour cette table ronde. On a Peter de Caluet, ancien directeur de La Monnaie, qui est aujourd'hui directeur général de Louvain 2030. On a le directeur de la prison de Marchand-Famenne qui sera présent. On a quelqu'un qui représentera Fait d'Asile. On a Guillaume Bissimois, qui est le directeur d'un tout gros festival de musique dans le Kivu, délocalisé pour l'instant en raison de la situation militaire, mais néanmoins quand même un événement très important pour les partenaires qu'on soutient au Kivu. On a une deuxième table ronde qui va rassembler tous des luthiers en fait qui travaillent qui travaillent dans le domaine de la lutherie et qui vont parler des problématiques spécifiques de leur boulot par rapport aux questions de durabilité en particulier. Et puis Christian, il y aura une moitié de cette incroyable salle Pandore à U Square, qui est l'ancienne cantine des officiers, années 1960, complètement dans son jus. Si vous ne connaissez pas l'endroit, il faut vraiment venir le voir. Et la moitié de cette salle va être quelque part investie par un grand atelier d'instruments. Un atelier mobile exprès pour l'événement, oui. Donc on aura pas mal de sympathisants, de luthiers bénévoles qui nous ont déjà aidés sur les projets, qui sont déjà partis avec nous, qui nous ont dit « Ok, on vient et on va réparer en live des instruments, on va donner des initiations. » Donc il y aura du monde, beaucoup d'étudiants qui viennent nous aider pendant l'été. Donc on fait ce qu'on appelle le Music Fun Repair Challenge en été à Marchand-Famenne. Et là, il y a des étudiants qui viennent des écoles de Mirecourt, de Crémone. Donc il y en a plusieurs qui vont venir et qui vont nous réparer des instruments. Et évidemment, il ne faut pas oublier qu'on aura une collecte d'instruments toute la journée. Donc les gens qui nous écoutent, qui veulent venir donner un instrument, c'est l'occasion de venir à U-Square le 25 avril, juste pour déposer une flûte, une clarinette, une guitare. On sera présent et donc c'est l'occasion d'échanger sur tous nos projets. Je précise aussi qu'on aura le bonheur d'avoir des marionnettes qui ont été conçues par les enfants de l'Espace Masolo, ce fameux centre à Kinshasa qui travaille avec des enfants de la rue. Et donc ce sera aussi là l'occasion de voir leur travail à eux, de le découvrir et de voir comment des instruments déclassés peuvent être valorisés aussi. Et donc parce que ces marionnettes sont construites... à partir d'instruments de musique déclassés, tout à fait. Ok. Voilà, donc... on espère tous évidemment que cette journée sera un grand succès. Le concert, donc la journée est complètement gratuite. Toutes les activités sont gratuites à partir de 10h du matin. Et donc la journée se poursuivra par un concert, comme disait Alexandra, de Rodriguez Vangama et ses musiciens qui seront accompagnés aussi de Renette Désir. Et là, le concert est payant, mais c'est sur le principe du pay as you can. Donc c'est l'idée qu'il y a un choix dans les tarifs qui sont proposés. Aussi pour que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, il y a vraiment une volonté qu'il n'y ait pas d'obstacle financier. On espère en tout cas que vous serez nombreux à nous rejoindre ce jour-là pour cette activité. Voilà, donc après ce focus sur cet événement, on va pouvoir prendre un peu de recul, puis revenir très brièvement sur l'impact global des actions de Music Fun, mais surtout sur ce que sera le futur de Music Fun à l'horizon 2030 pour les 25 ans de l'association et le bicentenaire de la Belgique. On inscrit notre projet dans le temps, ça fait 20 ans qu'on travaille et on veut continuer évidemment à nouer des partenariats, à créer des projets. Il y a quelques gros chantiers qui sont devant nous et entre autres en ce qui concerne l'étranger, bien sûr la Palestine, puisque la Palestine c'est le premier projet, quelque part Music Fund a été créé pour intervenir en Palestine. Quel est le futur de ce projet dans cette région tellement compliquée ?
Clairement, le futur du projet dans la région, c'est de pouvoir aider à la reconstruction des écoles de musique de Gaza. C'est difficile évidemment de se projeter, on n'a pas de perspective claire et on espère quand même que ce conflit touchera à sa fin très bientôt. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire ça, parce que l'école qu'on soutenait là-bas a été en partie détruite et vandalisée, et du coup, on sait que, je veux dire, globalement, Gaza a été rasé. Donc l'idée, c'est de pouvoir participer à cet effort-là. Au-delà de la Palestine, nos projets, ils sont dans la continuité de ce qu'on fait depuis 20 ans. Et donc notamment en Haïti, c'est soutenir ce projet 144 dont je parlais en début d'émission, donc soutenir le développement des écoles de musique en Haïti. C'est au Mozambique favoriser l'insertion économique des luthiers et des réparateurs d'instruments, parce que comme on l'a dit, c'est pas facile de pouvoir vivre de ce métier, et donc on essaie de créer des conditions favorables à cela. L'idée, c'est de pouvoir en RDC, à l'aide de la RDC, favoriser aussi le développement de la lutherie artisanale, notamment au niveau des guitares. On parlait de Zakar tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir soutenir aussi ces initiatives pour encore permettre à ces luthiers de vivre de leur métier. Et alors, très clairement, on veut développer aussi davantage d'activités en Belgique, parce que les besoins sont immenses à l'étranger, mais chez nous aussi. Et du coup, nous sommes en train de développer ici des partenariats avec Fait d'Asile. L'idée étant de pouvoir, comme je le disais, permettre aux demandeurs d'asile et réfugiés d'avoir accès à la culture. Même travail avec les prisonniers. On veut continuer à créer des ponts entre la prison et l'extérieur, donc notamment faire des projets qui vont bénéficier des projets extérieurs à la prison, ou bien favoriser la réinsertion des détenus. Donc ça, c'est à peu près les grands axes qui sont les nôtres ces dernières années. Et bien sûr, on cherche toujours, pour faire ces projets, des bénévoles comme Déborah, ici, qui est active au sein de Music Fund depuis plusieurs années. Donc toutes les bonnes volontés sont toujours bonnes à prendre. Ok, donc un suivi des projets, des nouvelles idées. Il va falloir évidemment aussi pouvoir financer tout ça. Donc il y a quand même un gros travail de fond. C'est peut-être l'occasion de rappeler que ceux qui sont interpellés par notre projet et qui ont non seulement des instruments chez eux qui pourraient mettre dans les mains de Déborah pour leur donner une nouvelle vie, ou de Christian, on peut aussi nous soutenir financièrement. C'est vraiment important, parce que tout ça a un coût évidemment, et que même si les instruments sont réparés par des luthiers bénévoles, il y a des coûts incompressibles, et on estime à peu près que c'est 50 € par instrument dont on a besoin pour lui permettre donc de refonctionner. Ok, Christian, de ton côté, par rapport à cette idée d'un redéploiement des activités en Palestine. Toi qui as connu, disons, Music Fund depuis les origines, tu vois ça comment ? Nous, on est prêts déjà. On a déjà au moins 300 instruments au stock qui sont prêts pour la Palestine. On a déjà fait deux collectes au Luxembourg, et c'était exclusivement pour la Palestine. Donc on attend le feu vert, on attend que les portes s'ouvrent et qu'on puisse envoyer un conteneur. Mais je suis certain que ça va marcher, et qu'on sera prêt, en tout cas, avec des luthiers, avec des instruments pour continuer le travail dès qu'on pourra. Ouais, je crois que c'est important de dire aussi, dans un futur proche aussi, Music Fund essaye de développer son rôle aussi en termes de plaidoyer, parce qu'on se rend compte qu'on vit dans un contexte culturel actuellement où il y a une certaine tendance au repli auprès d'un certain nombre de grands opérateurs, et que finalement porter un regard sur la situation de la vie musicale hors de notre forteresse Europe, c'est aussi une responsabilité partagée par tous ceux qui sont unis par ce langage qu'est la musique. Et donc, en tant qu'organisation active sur cette thématique du développement par la culture et par les projets socio-artistiques, on essaye de faire un peu bouger les lignes aussi, et de faire en sorte que des structures qui jusqu'ici n'ont pas vraiment regardé en fait vers l'extérieur, vers d'autres types de musiciens ou d'autres contextes, petit à petit commencent en fait à s'intéresser et à soutenir aussi dans un geste solidaire ce qui se passe dans des pays comme la RDC, comme Haïti ou le Mozambique. Alors,
peut-être expliquer pour terminer très concrètement comment est-ce qu'on peut s'impliquer. Il y a la question des dons des instruments, ça Christian tu l'as largement dit, on peut amener son instrument dans un des points de collecte. Alors on vous donnera les adresses, site internet, tout ce qu'il faut à la fin de l'émission, mais sachons donc qu'il y a la possibilité un peu partout, et ça commence le 25 avril à U-Square avec l'événement donc, qui s'appelle Repair We Play. Donc, nous réparons, vous jouez en quelque sorte, et qui aura donc lieu le 25 avril à U-Square. Et puis il y a le bénévolat, il y a plein d'occasions de participer aux activités de Music Fun. Si on est luthier ou réparateur d'instruments comme Déborah, évidemment, ça c'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Et puis il y a les partenariats. Si vous-même vous êtes directeur d'une salle de concert ou d'un orchestre ou que vous organisez un festival, eh bien n'hésitez vraiment pas à vous mettre en rapport avec nous. Il y a certainement des synergies à trouver et une dynamique positive et commune à mettre en place. Voilà, et on arrive tout doucement au bout. Peut-être passer la parole à Alexandra pour les derniers mots. Les derniers mots. Mais moi, ce que je souhaite dire ici, c'est que Music Fun est vraiment un projet collectif, et je pense que parler aujourd'hui de vivre ensemble, parler de bien-être, parler de coopération, de collaboration, de main tendue, c'est quand même c'est important. Et je pense que soutenir notre projet, continuer à le porter aussi pour nous qui sommes ici et qui sommes au quotidien engagés là-dedans, c'est une mission noble, mais je ne prêche pas pour ma chapelle, je le pense vraiment. Et du coup, vraiment encore une fois, je répète, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Merci en tout cas pour votre écoute, et merci aussi à mes collègues et à Déborah aussi qui a fait le déplacement ici pour partager son expérience. C'était bien d'être avec vous, et j'espère qu'on aura l'occasion encore de revenir dans 20 ans, qui sait. Avant 20 ans. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, toutes les informations nous concernant sont à retrouver sur le site internet. C'est www.musicfund.eu. EU pour Europe. Music Fun, c'est quand même l'occasion de remercier quelques partenaires, en particulier pour notre projet ici le 25 avril. On doit remercier U-Square qui nous accueille avec une grande gentillesse et un très grand professionnalisme dans cet endroit absolument incroyable. On doit aussi remercier absolument la Loterie Nationale et tous ces joueurs qui nous permettent de financer cet événement. C'est aussi important de le dire. Et puis, remercier aussi tous les partenaires, et il y en a des centaines qui sont repris sur notre site internet d'ailleurs, et qui, par leur contribution plus ou moins modeste ou plus ou moins importante, en fait, forment cette constellation de gens motivés par la cause qu'on défend et qui nous permettent de réaliser tous ces beaux projets qu'on a pu vous expliquer ici aujourd'hui grâce à BX1. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Au revoir.